Bonjour à toutes et à tous, Lucas Vola, très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Touchdown Actu, septième semaine de NFL désormais. Vous avez profité déjà du premier podcast de cette semaine, c'était hier avec la superbe victoire des Jaguars, le match fou des Broncos et des Giants. Ça aurait été dommage d'oublier ce match-là entre les Broncos et les Giants, et puis un match un peu moins fou entre les Jets et les Panthers. Mais c'était le premier épisode de ce podcast pour cette semaine 7. On va aborder tout le reste des matchs. On en parlait à l'instant avec Raphaël Masmejean qui est avec moi à mes côtés. Salut Raph. Salut Lucas. On en parlait, on disait il y a bien 11 matchs, hein, 32 équipes, moins 2 qui sont au repos, moins 2 qui ont joué jeudi, moins 3 matchs, ça fait 6 hein, on est à 11 matchs. On est bien à 11 On matchs. est bon. Je compte parce qu'on ne sait jamais, un match est vite oublié. Et je m'en excuse encore pour, si vous savez de quoi je parle, de la semaine dernière. Normalement, et je compte sur toi Raph si jamais il y a un oubli, mais normalement on devrait aborder tous les matchs hein, de cette semaine. Il ne devrait pas y avoir d'oubli. On va parler d'équipes qui s'imposent en NFC, de Cador qui s'impose en NFC. On va parler des Patriots et des Colts qui en NFC continue de bien performer à des niveaux différents. Et puis on va commencer surtout par un Monday Night Football, l'un des deux Monday Night Football qui a été riche en enseignements. Le podcast Jeune Actu, c'est tout de suite. Ouais, c'était le grand match de cette semaine 7. Les Buccaneers se déplaçaient dans le Michigan dans un affrontement, je l'ai dit, entre deux mastodontes de la NFC. Et les Lions ont démontré leur supériorité dans ce match-là avec un touchdown lors de chacun des trois premiers quart-temps. Et puis surtout, une défense étouffante. Détroit s'est imposé 24-9 et revient à hauteur de leur adversaire du jour. D'ailleurs, Raph, pour commencer déjà, ces Lions, on les avait quittés avec un match un petit peu en demi-teinte face aux Chiefs. Là, c'est une belle réaction par rapport à la semaine dernière. Oui, belle réaction des hommes de Dan Campbell, à la fois, surtout même j'ai envie de dire en défense, après peut-être un match compliqué du côté de Kansas City. Et cette nuit, en tout cas, ils ont fait une vraie belle prestation défensive, on approfondira. Et même en attaque, alors de manière peut-être plus brouillonne pour le coup, mais avec par bribes, encore une fois, ces talents qu'on voit dans cette attaque qui sont capables sur une action de faire la différence. Et ils ont rappelé, à mon sens, à tout le monde qu'en NFC, il faudra compter sur eux jusqu'au bout. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. En effet, il y a des enseignements des deux côtés du terrain. J'ai envie de me concentrer sur l'attaque. On parle toujours et très souvent de la défense, pardon. J'ai envie de me concentrer sur la défense parce qu'on parle souvent de l'attaque des Lions et on va en parler forcément. Mais cette défense-là, et c'est ce que je m'étais noté, c'est celle qui m'a le plus impressionné dans ce match-là parce qu'il y a peu de yards qui ont été encaissés, 250, et il y en a beaucoup en fin de match d'ailleurs. C'était encore un peu plus impressionnant que ça. C'est vrai que cette défense-là, on a l'impression, et on le dit chaque semaine, mais c'est vrai chaque semaine qu'elle progresse chaque semaine, sauf la semaine dernière où ça a été compliqué. Mais on voit en tout cas la structure d'une défense qui peut être pas aussi bonne que cette attaque, mais qui peut être vraiment une défense d'une équipe championne en fait. Oui, ça peut être la défense d'une équipe championne. Ce qui était, à mon sens, d'autant plus impressionnant, c'est quand même que le backfield défensif, donc cornerback et safety du côté de Détroit, était dépeuplé avant ce match. La paire de safety titulaires, Kirby Joseph, Brian Branch, un blessé, un suspendu. Les cornerbacks 1 à 3, Terrion Arnold, etc., étaient eux aussi sur le banc blessés. Donc on a quand même une défense de Détroit qui se retrouvait avec ses safety 3-4, ses cornerbacks de 4 à 6, on va dire ça comme ça, pour les classer en tant que titulaire, et ils ont tous répondu présent et d'excellente manière. À l'image par exemple d'un Nick Whiteside au poste de cornerback qui dévie trois passes. Sur les trois passes déviées, t'en as une sur une deuxième tentative, enfin une pour une conversion à 2 points, une sur une quatrième tentative. Et c'est en ce sens-là que cette défense m'a impressionné parce que Kelvin Shepard, le coordinateur défensif, a fait pleinement confiance à son équipe et à ses remplaçants avec une défense vraiment en homme à homme pour le coup. Responsabilisation totale de tout le monde et absolument tous les joueurs ont répondu présent dans cette mentalité. Je trouve que Dan Campbell a vraiment réussi à mettre dans cette équipe de last man standing et ok, c'est à toi d'y aller et t'y vas et t'es pas moins bon que les autres. Et franchement, la presta défensive, comme tu dis, de Détroit est vraiment impressionnante à mon sens. Tu voulais dire next man up, next Oui, man up. ouais, En j'ai fait, mélangé ça, last ça man risque, standing, next man ça risque up, d'être hop hop last hop. man standing, hein, parce que le dernier homme debout, ça risque d'être ça, parce qu'il y a beaucoup de blessures. Mais c'est en effet chacun, voilà, chacun à son tour. Et tu le dis, pour toi, c'est plutôt le système, c'est plutôt la culture, ou c'est plutôt le signe d'un effectif qui est profond à beaucoup de postes. Comment tu juges ça?
Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un système, une culture qui en fait viennent nourrir les performances individuelles dans le sens, ils sont bien coachés, ils sont dans un système qui leur fait confiance, qui joue au maximum sur leurs compétences. Et on le voit en début de saison, Kelvin Shepard, le coordinateur défensif, essaye un peu plus de défense de zone, de couverture en zone. Là, ses cornerbacks titulaires sont pas là. Il se dit, OK, je vais simplifier la défense pour mes remplaçants. On va partir que sur du homme à homme, quasiment, globalement. Et comme ça, c'est vraiment ta responsabilité. Il n'y a pas d'erreur d'assignement. Chacun suit bien son gars. Et je trouve que cette capacité de Détroit à essayer de maximiser le talent de ses joueurs permet à ceux-ci d'être dans un système qui leur permet de s'épanouir. Et c'est, moi, j'aurais tendance à dire que le système nourrit les joueurs plus que les joueurs. Après, il y a aussi des joueurs d'impact dans cette équipe. Et par exemple, on note qu'en défense, le retour d'Alim McNeil, le defensive tackle au centre de la ligne, là, pour le coup, tu es sur un talent individuel qui fait beaucoup de bien au système parce qu'il a fait du grabuge sur le centre de la ligne de Tampa Bay. Et le nombre de fois où Baker Mayfield prenait la pression du centre de la ligne a clairement aidé à la victoire. Justement, on parlait de ces defensive backs, ce troisième rideau. Il a pourtant été beaucoup testé parce que Baker Mayfield, il a lancé pas moins de 50 passes et je l'ai trouvé très imprécis dans Hmm. ce match-là. Est-ce que pour toi, c'est justement une imprécision qui vient du fait qu'il y a de l'homme à homme, c'est très serré, les receveurs n'arrivent pas vraiment à se démarquer et il y a beaucoup de pression, ou c'est un match un peu sans de Baker Mayfield qui est rarement imprécis, mais là, qui l'a été? Il fait un 28 sur 50 tout de même. Oui, 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 je pense qu'on est un peu sur les deux. Mayfield a semblé un peu dedans, mais à l'image par exemple, du retour de Egbuka, le receveur qui lui aussi semblait un peu emprunté physiquement après son retour de blessure, on a senti que cette attaque était un peu peut-être sur les rotules, la conséquence de 5 6 semaines à jouer avec des remplaçants, à forcer chaque match, à jouer chaque match jusqu'au bout. Parce que mine de rien, je pense que les Buccaneers font vraiment partie des équipes qui s'économisent pas depuis 6 semaines, où chaque seconde jusqu'au bout du bout est intense, alors que d'autres équipes se permettent à certains moments de faire peut-être rouler un peu plus, faire tourner un peu plus. Je pense notamment aux Lions qui ont eu quelques victoires un peu plus faciles, où à la fin tu joues un peu moins serré, on va dire. Donc j'ai senti les Buccaneers emprunter. Maintenant, je pense que le système, vraiment, cette couverture agressive du côté de Détroit et cette pression qui était assez régulière sur Baker Mayfield, l'a clairement déstabilisé. Oui, en effet, et c'est vrai que j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, que c'est peut-être la première fois qu'on a vu des Buccaneers qui n'étaient pas dans le match. On a l'habitude de dire qu'ils sont toujours, Hmm. toujours dans le match. Les matchs sont toujours très serrés pour les Buccaneers. Ils étaient à 5 victoires qu'une seule défaite, mais même leur défaite, ils avaient eu, c'était contre les Eagles, ils avaient eu des ballons pour à minima égaliser. Là, malgré le fait qu'à la mi-temps, le score est encore serré, je les ai trouvés voilà, dominés, vraiment. Surclassé, c'est peut-être un peu fort parce qu'il n'y a pas deux classes d'écart, mais dans ce match-là, il y en a peut-être au moins une d'écart. Juste un petit mot, tu parlais des receveurs. À noter que Mike Evans est probablement out pour la saison. Il était de retour sur ce match-là, blessé musculairement. Là, c'est la clavicule et on supposerait à minima peut-être une absence jusqu'à la fin de la saison régulière. C'est à surveiller, mais il va être absent quelques semaines. Est-ce que tu as trouvé comme moi qu'il y avait sur ce match-là à minima une classe d'écart, ce qui est rare quand on affronte les Buccaneers depuis le début de la saison? Oui, 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 je trouve effectivement qu'il y a une petite classe d'écart. On n'a jamais senti Tampa Bay en mesure de vraiment revenir auquel le score. La défense de Tampa a permis que le score soit pas si large en provoquant quelques pertes de balles, etc. Mais mine de rien, tu voyais, je trouve, on a rapidement senti que cette équipe-là de Tampa pouvait pas aller remonter 14, 15 points, qu'ils allaient finir bloqués parce que ils étaient dominés sur les tranchées, clairement. Ils étaient dominés dans les duels receveur-cornerback. Même un Baker Mayfield qu'on voit de temps en temps sortir de la poche, aller gagner des jeux, des yards à la course. Là, pour le coup, il l'a quasiment jamais fait, toujours bien suivi par Anzalone ou Campbell, qui se relayait un peu pour être sûr qu'il reste bien dans sa poche et qu'il aille pas chercher un gain supplémentaire. Donc, ils ont été dominés clairement, à mon sens, de A à Z. Ouais. Et de l'autre côté du terrain, rapidement, pour terminer, on le disait, on parle beaucoup de cette attaque, donc on n'est pas obligé d'y passer des heures cette fois-ci. Tu l'as dit, elle a été brouillonne, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, historiquement, les Buccaneers sont bons face à la course, et ils ont, sur la plupart des jeux d'ailleurs, plutôt bien défendu face à la course. Mais en fait, cette attaque des Lions, c'est tellement. Elle appuie, elle appuie, elle appuie, elle appuie, ça tient, ça tient, ça tient. Et puis, il y a tellement de talent et le système est tellement bien huilé que bah, des fois, ça va craquer. Il va y avoir un touchdown de Jahmyr Gibbs de plusieurs dizaines de yards. Il va y avoir un Amon-Ra St. Brown qui va sortir. Et c'est vrai que c'est dur sur toute la durée d'un match de tenir cette attaque. Oui, c'est dur sur toute la durée d'un match et globalement, ça fait quelques années que
quasiment personne n'arrive dans la ligue à, on va dire, à shutdown les Lions. C'est leur attaque. Au millimètre, encaisse une quinzaine, vingtaine de points. Parce que tu le dis, il y a ces talents différents. Ces talents qui font la différence. Et clairement, l'illustration sur ce match, rapidement, c'est Jahmyr Gibbs. Beaucoup de courses avec peu de gains. Jusqu'au moment où il a le bloc qu'il faut de Calif Raymond pour lui donner un peu d'espace. Ça finit en gain de 78 yards, touchdown. La course la plus rapide de la saison en plus. Voilà. Il faut une action en fait à ces Lions pour faire la différence grâce au talent qu'ils ont. Et c'est en ça que c'est une galère monstrueuse à défendre. J'étais en train de calculer, mais Jahmyr Gibbs, c'est 136 yards à la course et 82 yards à la réception. On est à plus de 210 yards. C'est impressionnant, en effet. Et ça fait qu'il y a 6 équipes en NFC qui sont à 5 victoires et 2 défaites. Ça va être une belle NFC. Les premiers sont les Packers, hein, aussi surprenant que cela puisse paraître, on va en parler. Ils sont à 4 victoires, une défaite simplement et un match nul. C'est ce match nul qui leur permet d'être premiers pour l'instant. Et il y a 6 équipes à 5-2. Donc ça va être plutôt intéressant. Les Lions auront une semaine de repos la semaine prochaine et les Buccaneers la semaine prochaine affronteront les Saints. Ils iront à New Orleans. Les Lions reprendront dans 2 semaines, donc, face aux Vikings, toujours des matchs intéressants, des duels de division. Et justement, ces Vikings, les prochains adversaires des Lions dans 2 semaines, donc, ils affrontaient eux aussi une autre équipe de NFC, tout simplement le champion en titre, les Eagles, qui étaient dans le Minnesota pour un autre affrontement entre deux équipes qui étaient en playoff l'an dernier dans cette NFC. Et après 2 semaines de défaites consécutives, les Eagles se sont repris avec une explosion offensive qui leur a permis de s'imposer 28-22. Raph, les Eagles, ils ont marqué un touchdown lors de chaque quart-temps, avec notamment un Jalen Hurts qui a régalé ses receveurs. On donnera peut-être les statistiques tout à l'heure, mais A.J. Brown et Devontae Smith se sont régalés. Et puis en face, il y avait Carson Wentz, qui est un ancien de la maison, on s'en rappelle, mais qui a eu un peu plus de mal, qui a lancé notamment deux interceptions en début de match, et il y en a une qui a fini en touchdown. Euh, on commençait presque à douter des Eagles, où on se demandait est-ce qu'on allait commencer à douter des Eagles, peut-être ça, après 2 défaites consécutives. Là, et notamment, il y avait l'attaque qui était surtout sur courant alternatif. Mm. Là, on a commencé à avoir une belle réponse, une très belle réponse de Philadelphia, des Eagles et de Jalen Hurts. Oui, on a une belle réponse parce que ce jeu aérien, ce jeu de passe, c'était quand même le point le plus inquiétant, on va dire, chez les Eagles depuis le début de la saison, où on avait le plus de doutes, renforcés peut-être par des attitudes et des comportements qui faisaient penser que le problème pouvait être un peu plus profond que juste une question de schéma, on va dire, sur le terrain. Et ils ont répondu de la meilleure manière possible, où vraiment le jeu de passe a été cherché et était l'option numéro un. Jeu de passe en profondeur aussi de surcroît, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, on avait plutôt un Jalen Hurts qui vraiment jouait petit bras pour le coup, parce que le playbook lui demandait. Or là, il a vraiment été chercher la profondeur sur le touchdown pour Devonta Smith et même à d'autres occasions. Donc c'est rassurant de voir cette explosion aérienne-là, de se dire que les Eagles en sont capables. Maintenant, tout ce qu'on leur demande, c'est de faire jouer un peu tout le monde en même temps au même moment. Et parce que s'ils en sont capables, on sait très bien que c'est un des meilleurs effectifs de la ligue et ils redeviennent presque automatiquement, j'ai envie de dire, favoris, parce que c'est les champions au titre. Donc, à eux de le montrer, mais mine de rien, ils sont dans les premières places de la NFC en étant aussi déroutants. Donc, bon, ça reste pas si négatif à mon sens. Ils sont à 5-2, eux aussi. Tu le disais, faire jouer un peu tout le monde en même temps. Là, ce sont les receveurs, je l'ai dit, qui ont explosé. Davante Smith, 9 réceptions, 183 yards, un touchdown. Et J. Brown, il est qu'à 121 yards. Mais par contre, il a 2 touchdowns sur 4 réceptions uniquement. Donc, c'est bien le signe que ça a lancé en profondeur. Parce que d'ailleurs, Jalen Hurts, il n'a complété que 19 passes sur 23. Et il a plus de 325 yards, 326. Donc, c'est vrai que et je crois qu'il a 14 yards par passe complété, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup. Et ça a été impressionnant. Le score d'ailleurs 28-22, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il est presque flatteur parce que les Vikings ont remonté un petit peu à la fin, mais on a senti que là encore, il y avait des Eagles qui étaient devant. Et après, pour revenir à ce que tu disais, jouer tout le monde en même temps, je suis d'accord avec toi et en même temps, c'est presque pas l'intérêt pour eux. J'ai l'impression que plus eux, l'intérêt, c'est de trouver la personne ou le compartiment du jeu qui va leur permettre de gagner sur le match précis. C'est-à-dire qu'ils sont capables de gagner, je trouve, dans tous les compartiments du jeu, que ce soit Mm. ils arrivent à gagner grâce à leur défense, ils arrivent à gagner grâce à leur attaque, à leur jeu aérien, on le voit, ou à leur jeu au sol, on l'a vu l'an dernier.
L'idée maintenant pour eux, ça va être d'identifier rapidement face à leur adversaire, soit dans la semaine, soit dans le match, quel compartiment du jeu va falloir, sur quel compartiment du jeu va falloir appuyer pour gagner le match et de faire en sorte de le réussir. Là, ils l'ont fait, bravo à eux. Pour les Vikings, en revanche, on a l'impression que donc on est sur un 3-3, 3 victoires, 3 défaites. Il y a les Hmm. Ravens, on l'a dit. On a l'impression que le mojo de l'an dernier n'est plus vraiment là. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a ces soucis de quarterback, de nouveau quarterback avec JJ McCarthy, de blessures parce que c'est Carson Wentz, ou c'est autre chose pour toi? Moi, j'aurais quand même tendance à aller vers le poste de quarterback. Parce que je trouve que mine de rien, l'attaque, de par ses schémas, ses receveurs, arrive à avancer. On a quand même 6 passages en red zone pour les Vikings. Je veux dire, aller 6 fois en red zone, c'est pas non plus. Ça veut quand même dire qu'il y a des choses qui marchent dans cette attaque. Pour le coup, si ton attaque piétine, elle va pas 6 fois dans la zone rouge. Pour rappel, la zone rouge adverse, c'est les 20 derniers yards de l'adversaire. Donc tu ne vas pas là-dedans juste par chance, ou en tout cas 6 fois. Et par contre, tu as 1 sur 6, tu as un touchdown sur ces 6 passages, ce qui est clairement le truc qui fait basculer les Vikings de potentielle victoire à défaite assurée avec une telle statistique. Et personnellement, j'ai quand même l'impression que le souci dans la conclusion vient d'un Carson Wentz qui parfois est brouillon, un peu limité, qui perd des ballons comme ça l'était en début de saison avec JJ McCarthy. Je trouve qu'au moment de conclure, où ils auraient peut-être besoin d'un peu plus de stabilité et de fiabilité au poste de quarterback, ils l'ont pas. Après, c'est vrai qu'ils sont quand même moins tranchants au sol que l'an dernier. Ça aussi, ça joue peut-être pas mal. On se rappelle que l'an dernier, Aaron Jones avait fait vraiment une très très belle saison. Alors, il est blessé. Là, c'est Jordan Mason qui prend la relève, mais c'est vrai, c'est moins performant là-dessus. Ça joue sans doute également un peu. Oui, surtout en zone rouge, hein, on le sait, hein, tu l'as dit, c'est les 20 derniers yards, donc le terrain est de plus en plus raccourci, le jeu au sol devient prépondérant, et on le sait, Aaron Jones, il a peut-être plus les jambes d'il y a quelques années, mais par contre, c'est un finisseur, c'est un running back qui est capable de finir, et c'est vrai que peut-être que Jordan Mason est un peu moins finisseur, un peu plus dans les longues courses, et ça peut être une idée, et à voir, en effet, désormais, ce que ça va donner pour les Vikings. Ils iront à Los Angeles pour affronter les Chargers la semaine prochaine. Chargers qui sont censés être une grosse défense, même si on va en parler. Et puis les Eagles, eux, la semaine prochaine, joueront les Giants. La revanche de déjà il y a quelques jours, j'ai envie de dire, c'était même pas quelques semaines, Oui. Giants qui avait fait tomber les Eagles. Donc ça va être sympa aussi de voir les Eagles, comment ils peuvent jouer cet adversaire de division après 2 semaines ou 3 semaines d'écart. Donc ça va être plutôt intéressant. On reste en NFC, les 49ers qui eux ont énormément de blessés. On ne compte plus les blessés des 49ers, mais ils ont toujours un homme. Ils ont toujours Christian McCaffrey sur le terrain. Et en fait, on a l'impression que quand on a Christian McCaffrey en NFL, on peut gagner n'importe quel match ou presque. La preuve, dimanche soir, c'était lors du Monday Night Football, victoire de San Francisco à domicile face à Atlanta 20-10. Ça a été une rencontre survolée par l'ancien joueur des Panthers. Il a gagné plus de 200 yards au total, il a inscrit 2 touchdowns, les 2 touchdowns de son équipe. J'ai l'impression qu'on a parfois tendance à l'oublier parce qu'il est souvent blessé, parce qu'aux 49ers, il y a un système et il y a beaucoup de stars quand ils sont tous sur le terrain. Mais Christian McCaffrey, c'est quand même là une superstar en NFL, c'est vraiment une superstar. Et quand je dis superstar, c'est un joueur qui est capable de te faire gagner le match quasiment lui tout seul. Oui, 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 c'est une superstar clairement, qui avait jusque-là un peu plus de mal, on va dire, avec ses jambes sur la partie au sol, parce que pour le coup, ça fait quelques semaines qu'il était quand même extrêmement précieux à la réception et qu'il faisait notamment la différence à la réception. Si je dis pas de bêtises, le premier touchdown au sol des 49ers cette saison, c'était semaine 4. Donc ils ont mis un peu de temps quand même à trouver le bon équilibre là-dessus. Je trouve, alors tout seul, je suis un peu d'accord. Il a ce talent plus plus. Mais mine de rien, le retour de joueurs comme Jawan Jennings et surtout George Kittle, le tight end, sur les schémas de course, avec des mecs qui n'hésitent pas à mettre la main dans le cambouis pour faire des blocs, je trouve que c'est important et c'est pas anodin que le match sur lequel George Kittle revienne, les 49ers repassent de 3 yards par course à 4,5 yards par course. Je pense que enfin, le tight end est clairement impliqué là-dedans. Et d'ailleurs, pendant le match, la chaîne qui diffusait le match montrait un graphique. Les 49ers en moyenne gagnent 1,5 yards de plus par course quand George Kittle est sur le terrain. Alors bien sûr, après. Il faudrait voir à chaque fois les adversaires, tout ça. Il y a beaucoup de choses à nuancer avec les stats comme d'habitude, mais le chiffre est assez significatif pour se dire que
Il y a aussi des retours de blessures qui font du bien à cette équipe. Et surtout, globalement, une fois qu'on dit ça, c'est et pour rejoindre quand même ce que tu disais sur McCaffrey, quand lui arrive à courir pour une centaine de yards, derrière l'attaque des 49ers marche beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple pour le jeu de passe, c'est beaucoup plus simple pour l'attaque de manière globale. Ouais, il termine McCaffrey à 129 yards à la course, en 24 courses de touchdown, je l'ai dit. Et puis il a 7 réceptions aussi, 72 yards. Donc c'est plutôt énorme. Et toutefois, on a des 49ers qui sont jamais vraiment trop sereins dans ce match-là. Je l'ai dit, ils gagnent 20 à 10. Il faut attendre à la fin de match pour qu'ils arrivent à se détacher complètement. Parce qu'il y a ces blessures, parce qu'il y a les Falcons qui sortaient d'une bonne période et qu'on attendait peut-être encore un peu mieux sur ce match-là. Mais les 49ers, ils sont à 5 victoires de défaite, mais ils n'ont pas cette marge-là de pouvoir être serein sur des matchs comme ça. Non, ils ont pas la marge pour être serein à cause notamment des blessures. Même si pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un super taf de Robert Saleh, hein, le coordinateur défensif, qui a réussi à proposer une vraie bonne défense hyper agressive en faisant briller des joueurs comme Chase Lucas, des types qui quand même sont pareils, sont des joueurs de rotation et qui arrivent grâce au système à se montrer et à performer. Ils contiennent globalement bien Bijan Robinson autant que tu peux le contenir, j'ai envie de dire, autant. Voilà, parce que tu peux jamais le mettre à 0 yard non plus, ce joueur, mais c'est aussi une belle victoire de coaching, je trouve. Ouais, tu disais, je te trouvais presque dur parce qu'il contiennent bien Bijan Robinson. Alors oui, il a 6 réceptions, 52 yards, mais il a que 40 yards à la course et 14 courses. Oui, oui. C'est quand même très peu. Et justement, pour parler des Falcons, on a l'impression, et peut-être que je suis trop caricatural si je dis ça, mais on a l'impression que quand il n'y a pas de jeu au sol, c'est trop compliqué parce qu'ils font pas forcément un mauvais match dans ce match-là. On les a vus faire des matchs plus mauvais. Ils sont peut-être pas au niveau qu'on les attendait, mais ils affrontent un gros adversaire. Mais là, sans jeu au sol, il n'y a que 62 yards au sol. C'est quasiment impossible pour eux de gagner des matchs. On sait que c'est leur identité. Oui, c'est leur identité, c'est comme ça qu'a été construit l'attaque, la ligne offensive qui est d'abord et avant tout construite avec des joueurs plus performants sur le run block. Et donc cette équipe a besoin de jeu au sol pour avancer, pour maîtriser le chrono, pour en demander un peu moins à Michael Penix Jr. Qui a des séquences où il est pas mal et puis on le voit, il fait quand même des petites erreurs à l'intentionnel wounding qu'il lance qui coûte très cher sur troisième tentative. Il y a aussi des passes un peu mal ajustées, il y a des drops. Enfin voilà, ce jeu de passe, il n'est pas encore rodé. Et c'est caricatural, mais je te rejoins. Pour moi, si Bijan Robinson il a moins de 100 yards, les Falcons perdent 8 fois sur 10 le match en fait. Ouais, c'est vrai que c'est assez caricatural, mais c'est pour l'instant assez vrai, il faudrait vérifier, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Les Falcons qui recevront les Dolphins, ça va peut-être être un moment pour Bijan Robinson de repartir de l'avant. Les 49ers iront à Houston pour affronter les Texans, on en parlera un petit peu plus tard des Texans. On va rester dans cette NFC, je disais, des équipes à 5-2 comme les 49ers, il y en a 6, mais il y a une équipe qui est en tête de cette NFC avec 4 victoires, une défaite et un match nul, ce sont les Packers. Ils étaient dans l'Arizona pour affronter les Cardinals et c'est peut-être l'un des matchs les plus spectaculaires de la semaine, en tout cas l'un des matchs qui a été le plus tendu. Les Packers sont allés s'imposer justement dans l'Arizona 27-23 au prix d'un quatrième carton renversant. Les visiteurs ont inscrit d'abord un touchdown au début de ce quatrième quart-temps. Ils sont revenus à hauteur de leurs adversaires grâce à ce touchdown-là. Ils ont encaissé un field goal et puis ils ont couru de nouveau après le score. Et c'est au sol qu'est venue la décision avec un touchdown de Josh Jacobs, son deuxième du match, pardon, j'allais Mm. dire de la journée, mais du match. Mm. C'était à moins de 2 minutes de la fin de cette partie. Ça a permis aux Packers de l'emporter. Je l'ai dit, Raph, Josh Jacobs qui était à 2 touchdowns. De l'autre côté du ballon, on a un Micah Parsons qui fait peut-être le meilleur match en tant que Packers. Il a 3 sacs sur ce match-là, avec de multiples pressions. Je crois qu'il y a 10 pressions. On a eu l'impression que les stars étaient au rendez-vous sur ce match-là et les stars ont permis, on parlait de McCaffrey tout à l'heure, les stars des Packers ont permis de gagner ce match-là. Ouais, les stars des Packers ont permis de gagner ce match-là et comme tu dis, les deux noms que tu cites sont les plus sont ceux qui l'illustrent mieux. Je trouvais qu'en première mi-temps, les Green Bay jouaient pas tant que ça sur Josh Jacobs. Ils ont accéléré un peu en deuxième mi-temps et il a encore fait parler son niveau. 3,5 yards gagnés après contact au sol par Josh Jacobs, 6 plaquages cassés, 4 first down gagnés au sol. Enfin voilà, il a vraiment porté cette attaque dans le moment où il fallait. Et de l'autre côté, Micah Parsons, sur ces 3 sacs, il y en a deux qui viennent sur les derniers drives de Jacoby Brissett, où notamment Micah Parsons passe à droite et se retrouve, alors de manière un peu inexplicable, en un contre un toute la série face à Jonah Williams.
Bon courage. qu'il a juste traumatisé et mis sur les fesses à nombreuses reprises, à chaque fois cassant l'attaque des Cardinals. Bon, bizarre qu'il n'y ait pas eu d'ajustement du côté d'Arizona, mais c'est pas la première chose bizarre chez les Cards. Donc oui, c'est un match sur le talent, qu'ils gagnent sur le talent de leur star. J'aurais aimé et attendu peut-être un peu plus solide, comme une victoire un peu plus solide collectivement, j'ai envie de dire. Maintenant, tu vas pas reprocher une équipe de gagner avec ses stars, donc ils sont en tête de la NFC, c'est bien tout ce qui compte. Justement, c'est vrai que je me suis fait cette réflexion quand on regardait le match. Je voyais Josh Jacobs qui était peu utilisé et il est utilisé notamment dans le dernier drive et il fait la différence. C'est lui qui marque. Il y a même des courses avant ce dernier drive-là. Puis je me suis dit, mais bon, la réponse, elle était là depuis un moment. Puis après, je me suis rappelé et il faut le noter quand même que Josh Jacobs, il était un petit peu blessé au mollet Hmm. durant toute la semaine. Il a été indisponible, en tout cas questionable. Donc c'était un doute de le voir jouer. Donc ils ont peut-être voulu le ménager quand même pouvoir le faire tenir sur la longueur du match et la longueur de la saison. Donc c'est peut-être la raison, mais tu l'as dit, hein, les Packers, ils mènent quasiment qu'à la fin du match. Ils sont menés 13-3 juste un peu avant la mi-temps. Après, il faut le dire, il y a quand même un beau match des Cardinals sur ce match-là. Quand même, je trouve, ils perdent ce match-là. Il y a un Jacoby Brissett qui, encore une fois, prend la place de Kyler Murray et qui est plutôt encourageant, on va dire. Alors, il est mis sous pression, il est énormément mis sous pression. Il y a 6 sacs au total. Mais j'ai trouvé que ces Cardinals-là, ils font. Allez, j'ai pas tous leurs matchs en tête. Ils sont à 2-5, mais c'est peut-être l'un des meilleurs matchs de leur saison. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un de leurs meilleurs matchs, oui, de leur saison, ou en tout cas peut-être depuis le tout début de saison et leurs deux premiers matchs où de mémoire ils sont à 2-0 les Cardinals en Ouais, début de c'est leur saison. cinquième défaite consécutive. Et après c'est vrai qu'il y a cette phase un peu compliquée avec, on s'en rappelle la défaite face aux Titans. Donc oui, c'est leur meilleur match depuis un bon moment. Je suis comme toi, je trouve qu'encore une fois, l'attaque marche mieux avec Jacoby Brissett. On l'a dit la semaine dernière et ça se confirme de nouveau qu'elle nous semble mieux rodée quand il est là que quand c'est Kyler Murray. Donc c'est toujours le même questionnement du coup. Et en défense, comme d'hab, je trouve qu'il manque un peu de pass rush de leur côté, ou en tout cas un pass rush qui soit dominant de manière plus régulière. Mais bon, c'est un bon match et c'est vrai que le bilan de ces Cardinals, c'est peut-être un peu dur entre guillemets avec eux. Je pense que c'est une équipe qui vaut un peu plus que ceux de 5 clairement. Ouais, parce que tu disais, c'est vrai qu'ils avaient gagné leurs deux premiers matchs, mais c'était face aux Saints, ils gagnent 20-13. On se rappelle d'un match qui n'était pas convaincant. Face aux Panthers, ils gagnent 27-22. Des Panthers qui étaient dans. Alors les Panthers, ils sont une fois en haut, une fois en bas. Ils étaient plutôt en bas sur ce match-là. Donc pour moi, c'est vrai que c'est en effet le match le plus convaincant. Après, tu l'as dit, ils sont sur 5 défaites consécutives. Le total d'écart des points sur ces 5 défaites-là, c'est 13. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 5 matchs avec un total de 13 points d'écart. Et j'ai devant moi leurs défaites. Ils perdent d'un point contre les 49ers, ils perdent d'un point contre les Seahawks, ils perdent d'un point contre les Titans, ils perdent d'un tout petit peu plus contre les Colts, ils perdent que de 4 points contre les Colts. Et on va le voir, c'est pas rien de perdre que 4 points contre les Colts. Là, ils perdent de 4 points aussi. Donc c'est vrai que ça. C'est un peu frustrant. Je pense qu'en effet, ils valent pas ce 2-5, même si en NFL, on vaut le bilan qu'on a. Hmm. Et la vraie question désormais, ça va être quand même de voir ce qu'ils font avec Kyler Murray. Ils sont en bye week, semaine de repos la semaine prochaine. Jacoby Brissett a montré quand même, je suis assez d'accord avec toi, que l'attaque marchait à minima aussi bien, voire un peu mieux. On a un Marvin Harrison qui a 58 yards, qui arrive à déclencher une pénalité pour passe interférence aussi en profondeur, qui donne un touchdown à la fin du drive. Il y a un Trey McBride qui marque 2 touchdowns. Donc, ça va être une vraie question pour Jonathan Gannon de voir ce qui est fait avec Kyler Murray, s'il revient parce que c'est Kyler Murray, ou si on donne la chance à Jacoby Brissett, qui, on le sait, n'est pas forcément représente pas forcément le futur, mais est-ce que désormais Kyler Murray représente le futur des Cardinals? On le verra. Les Packers, eux, iront à Pittsburgh pour affronter les Steelers. Dallas Cowboys face aux Washington Commanders. Les Cowboys ont une nouvelle fois montré l'étendue de leur talent offensif. Cette fois-ci, ils ont mis au supplice la défense de Washington, un adversaire de division. On le rappelle, c'est une victoire 44-22 qui leur permet de repasser à l'équilibre et de prendre la deuxième place de cette NFC Est. On commence à parler un petit peu tout doucement du classement. Ils sont devant en tout cas leurs adversaires du jour. Et comme depuis le début de la saison, ils ont pu compter sur un très bon Dak Prescott qui est impressionnant quand même depuis cette semaine sur ce match-là. Dak Prescott, c'est 21 sur 30, 264 yards, 3 touchdowns. C'est plutôt impressionnant. Il a Hmm. régalé T. Dilem qui était de retour. Il a régalé George Pickens, Javonta Williams qui a été bon, Jake Ferguson. J'ai une question toute simple. Est-ce que c'est la meilleure attaque de NFL, Raph? Actuellement, je les verrais bien dans le top 5, voire top 3. Meilleure attaque, on peut pas le dire parce qu'il y a une attaque qui défie statistiquement
tout ce qui est fait depuis plusieurs années maintenant. Donc on peut pas les discréditer. Mais c'est vrai que c'est une attaque top 5, top 3 qui est extrêmement solide, qui a des joueurs, des bons joueurs à toutes les positions. Même la ligne offensive sur laquelle on avait quelques craintes à l'intersaison parce qu'il y avait eu beaucoup de turnover, etc., des nouveaux joueurs se débrouille pas si mal. C'est pas encore une super ligne offensive, mais en tout cas, c'est assez solide et c'est bien coaché. Donc, non, non, c'est assurément une des meilleures attaques. Et mine de rien, une attaque de ce niveau-là, ça te donne un joli plancher de victoire. Ouais. Le plafond est peut-être pas élevé, mais tu as un beau plancher de victoire parce qu'il y a beaucoup de défenses NFL qui, face à cette attaque, vont se prendre 30-40 points. Ah oui, bah, ils mettent des tarots à tout le monde. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je me suis fait le classement en posant cette question-là sur mes notes. Et je les mets deuxième parce qu'il y en a une, en effet, et on en parlera tout à l'heure. Mais derrière, je vois peut-être pas, Hmm. on va dire sur cette saison-là. On a parlé des Lions, peut-être. Mais au top 2, top 3, pour moi, c'est assez clair. Ils mettent plus de 400 yards encore aux Commanders. Et puis, sur ce match-là, il y a un peu de mieux, notamment défensivement. On les a beaucoup tancés la semaine dernière sur le jeu au sol. Ils prennent que 136 yards au sol et encore il y a beaucoup de yards dans le garbage time. Je te vois 136 yards, tu dis que Hmm. Hmm. 136 yards, mais il y a quand même beaucoup de yards pris par Marcus Mariota. On en parlera tout à l'heure au sol en fin de match où le score était plié. Sinon, je les ai trouvés plutôt bons et du coup, ce qui a rendu la tâche offensive des Commanders plus compliquée. Oui, ça a rendu la tâche des Commanders plus compliquée. Non, je te rejoins, c'est clairement le meilleur match défensif des Cowboys. Alors bien sûr, vu le début de saison, c'était pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire mieux. Mais c'est à noter, la def au sol, t'en parles, c'est un peu mieux. Moi, j'ai trouvé surtout les cornerbacks bien mieux. À l'image d'un Darren Bland, par exemple, qui a été ciblé 9 fois, qui laisse passer que 5 réceptions pour 50 yards. Le quarterback adverse, quand il le vise, a un rating de 30, puis il fait une interception. Donc Bland, c'était mieux. Kair Elam aussi, c'était bien mieux que ce qu'il avait proposé en début de saison. Donc mine de rien, les cornerbacks de Dallas, on sait, seront probablement jamais des shutdown corners et des corners capables de museler un adversaire tout un match, etc. Mais ne serait-ce s'ils arrivent à jouer un peu plus à ce niveau-là, et tu peux déjà faire passer ta moyenne de points de 30 points encaissés à une vingtaine, et ce qui va aider beaucoup l'attaque. Donc je suis d'accord avec toi. Peut-être que Eberflus commence à trouver, le coordonnateur défensif, peut-être qu'il commence un peu à trouver l'équation, on va dire. Ouais, quand on voit cette attaque, on se dit que s'ils prennent 20-25 points par match, ils Ouais, seront sereins. Ils seront presque c'est sereins. vrai. Ils en mettent 40, 35, ils sont un peu plus de 30, je crois. J'abuse, mais c'est vrai que, comme tu le dis, ils n'ont pas besoin d'avoir une défense qui prend 10, 12, 15 points par Non. match. Et ils ont besoin d'une défense qui ne se fait pas exploser, que ce soit au sol, et je suis d'accord avec toi. En face, on avait commencé à hyper les Commanders et puis ça fait deux semaines qui nous déçoivent un petit peu. Ils perdent Jaden Daniels dans ce match-là d'ailleurs, mais j'ai quand même pas l'impression que ce soit la blessure du quarterback qui fait qu'ils perdent ce match-là. C'était plus compliqué, il y avait pas mal de blessures aussi dans le jeu aérien. Deebo Samuel n'était pas là, Terry McLaurin, Noah Brown. C'est vrai que ces Commanders-là, ils redeviennent un peu insaisissables. Oui, ils redeviennent vraiment durs à juger. Tu le dis, il y a cette attaque. Honnêtement, même quand Jaden Daniels était sur le terrain, c'était pas très bon ce que proposait l'attaque des Commanders. Il y a ces blessures des trois cibles principales que tu as nommées. Il y a mine de rien un jeu au sol qui est quand même sur courant alternatif depuis le début de la saison et qui est beaucoup moins une force que l'an dernier. L'an dernier, on se rappelle, le duo Brian Robinson, Jaden Daniels courait quand même très très bien. Là, c'est alors bien sûr le rookie Krusky mérite peut progresser, etc. Mais c'est vrai que pour le moment, il porte pas autant le jeu au sol que pouvait le faire de manière discrète un Brian Robinson, mais qui l'an dernier est pas loin des milliards. Je crois qu'il est autour de 950 si je dis pas de bêtises, 950 yards. Bon, donc ils perdent un peu. Ils sont moins bons en attaque. Ils sont moins bons en attaque et en défense. Je trouve qu'on retrouve le problème de l'an dernier, c'est des cornerbacks, enfin, à mon sens, des cornerbacks, donc Amos, Saint-Ristil, Latimore, qui sont un peu à la rue, quoi. Ouais, et puis ça s'est vu face aux Cowboys, en effet. Et puis on l'a dit, hein, CeeDee Lamb était de retour. Il revient avec 5 réceptions 110 yards et il a fait mal à ses lignes arrière avec des passes en profondeur. Dak Prescott est peut-être le quarterback qui lance le mieux en profondeur cette saison, hein, quand même. Quand on y pense, quand on voit des passes pour George Pickens qui sont parfaites en profondeur alors qu'il a créé un peu d'écart, mais très peu. C'est plutôt impressionnant. Je te vois réfléchir. T'as mieux? Sam Darnold.
Sam Darnold, cette saison en profondeur, c'est. Ok, mais alors, je sais qu'en début de saison, il avait des stats incroyables. Est-ce qu'il a continué? Il faudrait vérifier les stats. Mais en tout cas, il est pas loin. Il est pas loin. Et dans le top 3, tu sais quoi? Je vais mettre Drake May aussi, on en parlera tout à l'heure. Il a une passe en profondeur qui est plutôt soyeuse, comme on dit. En tout cas, les Cowboys joueront face aux Broncos la semaine prochaine. Donc à voir aussi si cette Mhm. attaque peut faire mal à cette défense. Alors, on verra quelle défense il y aura des Broncos. Ils iront à Denver. Les Commanders, eux, iront à Kansas City pour jouer face aux Chiefs. Ce sera lors du Monday Night Football. Et là, on parlait d'équipes un peu insaisissables. Les Chiefs, eux, on en parlera, ils commencent à être un peu plus saisissables, mais pas dans le sens prenable, dans le sens où on commence à comprendre qui ils sont. On va en parler, mais on va rester d'abord dans cette NFC avec des Bears qui continuent leur belle série. Ils sont sur une quatrième victoire consécutive. Cette fois, c'est un succès à domicile. C'était face aux Saints, 26-14. Les Bears ont absolument tout maîtrisé globalement. Ils ont plus de 220 yards au sol, une défense qui a été étouffante. Et en face, il n'y avait qu'un Chris Olave. J'ai envie de dire, il a tout tenté pour maintenir son équipe à flot avec 2 touchdowns, mais il semblait un peu trop seul. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raph, mais dans cette rencontre, j'ai l'impression que c'est surtout la défense des Bears qui a été impressionnante et ça fait presque 2 semaines que c'est le cas. Ils ont enregistré 4 sacs, 7 plaquages pour perte, 7 QB hits, donc 7 fois heurté le quarterback, même si ça ne se voit pas en sac, 4 pertes de balles provoquées. Dennis Allen, qui est le coordinateur défensif des Bears et qui est l'ancien coach des Saints, ça a dû lui faire plaisir ce petit match contre son ex. Ouais, ouais, ça a dû lui faire plaisir. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est la défense là, de Chicago qui va chercher le match. Encore une fois, j'ai envie de dire, parce qu'à mon sens, c'était déjà le cas la semaine dernière. Ils sont à 16 turnovers depuis le début de la saison. Là, ils en font 4. Ils en avaient déjà fait 4 contre Las Vegas il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises, ou il y a une semaine, j'ai un petit doute. Et donc 4 contre les Saints. Ils sont en feu, clairement. Très très bien coaché par Denis Allen. Et d'ailleurs, faut pas s'y tromper, pour ceux qui ont vu les images, Ben Johnson, il y a une tradition en NFL, quand l'équipe gagne, on remet le ballon du match à... On remet un ballon du match, le coach souvent remet un ballon du match à l'homme du match. Et là, il l'a remis à Denis Allen. Parce que je pense qu'effectivement, cette défense de Chicago leur permet de gagner ces matchs depuis plusieurs semaines. Elle est extrêmement solide et surtout elle crée les turnovers, ce qui en NFL est souvent un des facteurs de victoire. C'est facile à dire, mais c'est le cas. Donc très très belle défense effectivement de l'expérimenté Denis Allen. Ouais, et je trouve en tout cas, on en parlait avec Victor dans la preview la semaine dernière, que cette équipe-là est de plus en plus complète. Elle a cette attaque qui commence à prendre du poil, cette défense commence à provoquer des pertes de balles et à être de plus en plus solide. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et puis ça fait une quatrième victoire consécutive. Ils sont pas à 5-2 eux, mais parce qu'ils ont eu une semaine de repos. Donc ils sont à 4-2. Mm. En face, c'est le plus mauvais départ des Saints depuis 1999. Ils avaient commencé à 1-7, une victoire, 7 défaites. Ils sont à 1-6. Ils jouent la semaine prochaine face aux Buccaneers, donc ils peuvent le faire, mais je trouve qu'ils sont dominés sur les lignes, les 2 lignes, et c'est assez flagrant. Il y a beaucoup de pression qui est mise sur le quarterback, il y a peu de jeu au sol, et puis de l'autre côté, il y a beaucoup de place pour le jeu au sol. C'est difficile de gagner un match en NFL quand on n'a pas beaucoup de talent et des lignes qui sont dominées des deux côtés quand même. C'est ça. Quand tu perds la bataille des tranchées en NFL, tu perds souvent le match. Quand en plus t'as pas les joueurs qui ont le talent pour faire la différence, ça ne fait qu'accentuer cette première lacune. 5,6 yards autorisés par portée au sol. Bon, en général, 222 yards pris. En général, tu peux clairement tirer le rideau. C'est une équipe, ouais, qui est en difficulté par manque de talent. En plus, on sait que, enfin, en tout cas, du côté de la presse, on n'arrête pas de dire qu'il y a tel joueur qui est échangeable, tel joueur qui va peut-être partir. Donc peut-être qu'en en plus, il y a un peu le côté chez certains vétérans d'attendre le billet de sortie ou pas, de savoir. Il y a Camara qui arrête pas de dire que lui, il veut rester alors qu'il est dans les rumeurs. Enfin bon, bref, c'est un peu un boxon. Donc je sais pas si c'est le meilleur moyen de mobiliser en plus ton groupe. C'est peut-être également le plus mauvais match de Spencer Rattler. Il fait beaucoup de stats à la fin, mais le début de match est quand même très très compliqué. 3 interceptions. Donc, ouais, donc bon, on le savait hein, que la saison allait être longue, ça se confirme. Ça se confirme. Ouais, ça se confirme. Et puis pour terminer sur ce match-là, un bisou de DeAndre Swift à Victor, qu'il a traité de running back moyen la semaine dernière. Et avec 19 courses, 124 yards, un touchdown et une réception de 14 yards. C'est toujours bien de le signaler. J'ai dit, les Saints recevront les Buccaneers, donc potentiellement égaler le bilan de 1999. Les Bears, eux, iront à Baltimore des Ravens qui sortiront d'une semaine de repos.
C'était l'autre Monday Night de cette semaine, de ce lundi. Les Seahawks accueillaient les Texans. On termine cette NFC avec ce match-là, même s'il y a une équipe d'AFC, bien entendu. Mais c'est bien l'équipe d'AFC qui s'est imposée. Elle s'est imposée 27-19, cette équipe de Seattle, grâce notamment, encore une fois, à la défense. Durant toute la partie, ils ont mis la pression sur TJ Stroud, qui, lui, n'a jamais trop réussi à s'en sortir. L'attaque a fait quelques erreurs, mais a réussi à prendre le dessus tout de même, notamment avec un Jackson Smith-Njigba qui est toujours aussi fort. Euh, Raph, tu le disais il y a peu de temps, hein, il y a quelques heures, sur la conversation interne de Touchdown Actu, c'était un drôle de match quand même. Ouais, un drôle de match parce que Seattle perd quand même 4 ballons en attaque. Et honnêtement, quand on regarde le match, la défense des Texans fait un vrai bon match. Et pourtant, ils prennent quand même 27 points. Donc tu te demandes un peu ce qui s'est passé. Et à un moment, les Texans étaient quand même pas très loin de pouvoir revenir au score alors qu'on sentait que vraiment Seattle dominait en attaque, dominait en défense. Tu l'as dit, ils ont mis vraiment la pression sur CJ Stroud toute la soirée et c'est extrêmement compliqué. Il y a que quand CJ Stroud a commencé à faire de plus en plus de play action qui s'est trouvé un peu de répit, on va dire, dans son jeu de passe. Mais oui, drôle de match parce que quand tu regardes le match, tu as l'impression que les Seahawks auraient dû le gagner 40 à 10 peut-être. Et au final, le score est serré et les Texans font un vrai bon match en défense. Donc ouais, c'était une drôle de partie, un peu schizophrénique, j'ai envie de dire, de la part de Seattle. Oui, parce que tu l'as dit, il y a 4 pertes de balles dans ce match-là pour les Seahawks. Il y a aussi énormément de pénalités. Je suis en train de vérifier, mais je crois que 12. Il y a 12 pénalités Ouais. pour 93 yards de perdus. Généralement, quand on perd 4 ballons et que on perd 93 yards avec 12 pénalités, on gagne pas beaucoup de matchs. Et puis pourtant, ils ont quand même gagné parce que en face, il y a une équipe des Texans qui a toujours le même problème. Il y a cette grosse défense-là, mais malheureusement, l'attaque, elle a du mal à suivre. Elle fait beaucoup d'erreurs. Il y a la ligne offensive qui empêche l'attaque d'aller loin. Et puis, il y a quelques erreurs qui font que, du coup, la défense, dans la foulée, a peu de marge de manœuvre et va prendre des points malgré le fait qu'elle est plutôt solide. Oui, comme tu dis, c'est les mêmes problèmes hein, pour les Texans, toujours cette ligne offensive. J'ai même trouvé que par exemple, un joueur comme Nico Collins a vraiment été mauvais sur ce match. Alors il finit blessé, mais il y a plusieurs réceptions où il relâche le ballon. En tout cas, on attendait qu'un joueur de son calibre, un supposé vrai numéro un, tout ça, fasse pas ces erreurs-là. Donc c'est compliqué. Par séquence, ils arrivent à trouver quelques solutions, comme je disais, avec des play action, etc. Mais c'est trop peu et c'est une ligne offensive trop faible pour maintenir ça tout le match. Et plusieurs fois, effectivement, Seattle est reparti de la moitié de terrain, est reparti en attaque depuis le camp des Texans. Et donc à partir de là, à chaque fois, Seattle avec une quarantaine de yards à gagner, bah, c'était mécaniquement un peu plus simple d'aller quand même marquer des points à la défense. Et cette défense des Texans a fini par craquer de manière extrêmement logique. Et parce que il faut aussi reconnaître que pour le moment, le duo, enfin pour le moment et depuis le début de la saison, le duo d'Arnold et Njigba trouve toujours un moment, une opportunité pour une passe en profondeur ou un gros gain qui vont faire une petite différence. Et c'est un duo qui cartonne et qui clairement porte l'attaque de l'autre côté, quoi. Oui, Njigba, il est à 8 réceptions, 123 yards, un touchdown sur ce match-là. Pour terminer sur les Texans, 2 victoires, 4 défaites. Est-ce qu'on abandonne? Est-ce que ça y est, la saison est perdue? Juste, on a beaucoup parlé du classement en NFC, et je l'ai dit, petit à petit, on va commencer à regarder le classement parce qu'on a passé le tiers de la saison. En AFC, ce sont les Colts qui sont à 6-1, premier de cette conférence, premier en plus de la division dans laquelle sont les Texans. Donc déjà, est-ce qu'on peut considérer que la division va être trop compliquée à aller chercher? Ouais. 4 matchs de retard. Désormais, on va se tourner vers les wildcards. Et en wildcard, pour l'instant, ce sont les Jaguars, une autre équipe de la division, qui sont à 4-3. Ce sont les derniers qualifiés, même s'il y a Kansas City qui est à 4-3, 8e. Est-ce que tu penses que les Texans peuvent aller chercher, grappiller une place en wildcard ou ça va être compliqué? Ça va être compliqué. Après, pour répondre, je pense qu'ils peuvent encore le faire, notamment grâce à cette défense. Ils ont eu un calendrier de début de saison assez compliqué. Sur la fin de mémoire, ça se facilite entre guillemets, parce que c'est toujours plus nuancé que ça. Mais je pense qu'ils peuvent encore le faire. Après, ce qui est certain, c'est que la marge d'erreur s'amenuise de semaine en semaine, ça c'est sûr.
Je sais pas trop si ça devient un peu plus simple. Je regarde le calendrier. Les 3 prochaines semaines, déjà, ce sera réception des 49ers et des Broncos. Et ensuite, il faudra. Il y a 3 réceptions: 49ers, Broncos et Jaguars. Donc, ça peut être l'occasion de repasser, en tout cas, dans une bonne dynamique. Ça peut Mm. être aussi l'occasion d'abandonner la saison. Puis à la fin, il y aura des Colts, il y aura des Chiefs au programme, il y aura les Bills aussi. Ça va être compliqué pour les Texans. Pour moi, ça va être trop compliqué parce que déjà, cette division-là, en plus, elle est quasiment assurée. Et justement, par ces Colts-là, parce qu'il y a un leader incontesté, je l'ai dit, dans cette AFC, ce sont les Colts, aussi surprenant que cela puisse paraître, ou en tout cas aussi bizarre que cela aurait pu paraître en début de saison. Les Colts sont bien les leaders incontestés de l'AFC parce qu'ils ont battu encore une fois une équipe d'AFC, les Chargers à Los Angeles. Ils ont montré encore une fois leur puissance de feu offensive, 38-24 face à Los Angeles. Partenaires de Daniel Jones ont mené 23-3 à la mi-temps. Ils ont complètement fait exploser cette défense des Chargers qu'on annonçait plutôt correcte. Je te repose la question. Est-ce que c'est la meilleure attaque de NFL? On pensait à celle-là quand on disait que les Cowboys avaient une petite longueur de retard par rapport à une attaque NFL. Oui, on pense à celle-là. Ils sont premiers dans quasiment toutes les statistiques en attaque, nombre de points inscrits, le différentiel de points, le nombre de yards par action, le nombre de first down par match. Enfin bref, tu peux à peu près tout prendre. Ils sont, ils sont premiers et en plus dans pas mal de catégories. Ils sont même premiers, mais pas que de cette année, sur la décennie, sur presque le début du siècle. Enfin, c'est une attaque qui carbure. Alors objectivement. À quel point ils sont en sur-régime ou pas, je crois que c'est la seule question qui reste dans cette année pour l'école, c'est de savoir à quel point cette cadence offensive est maintenable. J'en sais rien parce que ça va quand même au-delà de. Je pense que même le fan le plus hardcore des Colts s'imaginait pas une telle réussite offensive, sincèrement. Et d'ailleurs, je pense que même les Colts s'imaginaient pas parce que quand ils font venir Daniel Jones, ils le mettent en concurrence avec Anthony Richardson. Ils le prennent pas en disant tu vas être notre leader. Donc c'est que même eux se demandaient quand même ce qu'ils allaient faire de Daniel Jones. Donc, à partir de là, c'est absolument incroyable ce qu'ils font. Non, non, c'est de très loin la meilleure attaque cette année. Et tant qu'ils jouent de toute manière, après, tant qu'ils arrivent à maintenir ce rythme, honnêtement, je vois pas pourquoi enfin, je vois pas pourquoi ils pourraient pas garder la tête en AFC. Ouais, ça fait déjà 7 matchs. Ça fait Oui. sept rencontres qui sont comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai dit, on a passé le tiers de la saison. Donc, on peut considérer que c'est plus seulement un épisodique et que c'est une vraie tendance. Donc, en effet, je vois pas vraiment qui peut les stopper. Comme disait un célèbre rappeur français d'il y a quelques années, ça parlera pas aux plus jeunes d'entre nous. La défense, en revanche, je te vois sourire. La défense, en revanche, elle est peut-être aussi un peu sous-cotée. Peut-être à l'image d'un Nick Cross, par exemple, qui sur ce match-là réussit de belles actions. Elle est un peu mise dans l'ombre de cette attaque parce que c'est vraiment l'attaque qui porte cette équipe. Mais la défense, elle est très complète, elle aussi. La défense est très complète. Sur le pass rush, elle fait un très bon match. Alors bon, c'est vrai que la ligne offensive adverse a tellement de blessés que ça a peut-être un peu aidé à augmenter les stats, on va dire. Mais c'est vrai elle est très complète et en plus, elle sait faire les grosses actions au bon moment. On pense à DeForest Buckner qui fait ses 2 sacs sur les derniers drives. Alors même s'il y avait plus énormément d'espoir, ça vient complètement enterrer tout espoir de comeback, de remontée des Chargers. Bonne défense avec des playmakers. Elle encaisse des yards, mais elle sait faire la différence au bon moment. Et quand derrière l'attaque marque sur quasiment presque tous les drives, bah c'est ce genre de défense dont tu as besoin. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'une défense qui encaisse 5 points. Tu as juste besoin d'une défense qui fait les arrêts clés au bon moment. C'est ce qu'ils ont, donc elle est complète. Il n'y a pas vraiment de points faibles sur cette défense. On en avait parlé, je crois, à l'intersaison. On trouvait qu'elle manquait peut-être d'une ou deux grosses stars qui font la différence, mais il n'y avait pas de points faibles. Et pour le moment, c'est clairement le cas. Il y a pas de points faibles. Et les stars sont peut-être en train d'émerger à l'image d'un Nick Cross. Donc, non, non, tout va bien dans le meilleur des mondes pour Indianapolis, clairement. On espère juste pas une fin à la fouine, du coup. On espère qu'ils ne vont pas exploser en vol comme la fouine. Ouais. Ça peut être compliqué, mais c'est vrai que c'est plutôt agréable à regarder. En plus, et ça aussi, quand on parle d'un Daniel Jones, c'est plutôt surprenant de le dire, mais il y a un groupe de receveurs qui est assez homogène, avec un rookie Tyler Warren qui est très bon. Jonathan Taylor, on n'en a pas parlé, parce qu'on en parle toutes les semaines, mais il finit à 94 yards, 3 touchdowns, 3 réceptions de 38 yards. J'ai l'impression qu'il continue de progresser dans la protection de passe, dans la réception des ballons. Ça va devenir un
prototype, véritablement. Donc c'est vrai que c'est impressionnant pour terminer sur les Chargers. Pour le coup, eux, ils affrontent et ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Là, il y a encore une fois une classe d'écart par rapport aux meilleurs de l'AFC. Et puis les Chargers, je l'ai dit quand même, on s'attendait peut-être à une défense qui était un peu plus solide. Alors perdre contre les Colts, ça devient plus forcément quelque chose de ridicule. Mais prendre 38 points avec cette défense-là, il n'y a plus beaucoup de blessés. On a vu Khalil Mack qui était de retour. Les Chargers, ils commencent à être décevants. Ils avaient bien commencé et là, ils sont de plus en plus décevants. T'as raison, c'est la défense là du côté de Los Angeles qui pose question depuis 2, 3 semaines maintenant, voire presque un mois. Elle est décevante. On n'arrive pas à retrouver cette défense collante, j'ai envie de dire, des premières semaines. Je trouve notamment les cornerbacks et les safety hein, sont assez à la rue. Hein. Derwin James, à chaque fois qu'il est visé, autorise la passe et autorise même des yards après réception. Il n'y a pas de turnover créé. Le pass rush est en difficulté malgré le retour de Khalil Mack. Alors, vu que c'est son premier match depuis sa blessure, on va lui laisser le temps de peut-être retrouver un peu de forme. On sait qu'en plus, maintenant, il arrive à un certain âge de mémoire, c'est 35 ans. Donc, peut-être qu'il a besoin d'un poil plus de temps pour remettre de l'essence dans le moteur. Mais ouais, c'est la défense qui fait la différence parce qu'en début de saison, les Chargers avaient quelques soucis des fois en attaque, mais la défense aidait bien. Et là, c'est plus le cas. Et du coup, l'équipe remet tout sur les épaules de Justin Herbert. Et je trouve, les fans des Chargers seront ravis ou pas, je sais pas, mais je trouve que à certains égards, ça ressemble un peu à des Chargers de Philip Rivers certaines années, où on remet tout sur les épaules de Philip Rivers, et bah c'est un peu juste, quoi. Et il essaye parfois de faire un peu trop aussi, du coup, par la force des choses. Oui. Et c'est vrai que c'est compliqué. Les Chargers devront réagir rapidement et jouent jeudi soir face aux Vikings. C'est à domicile, on l'a dit. Les Colts recevront les Titans. On va justement passer aux Titans, je te préviens. Raph, là, on est sur la partie du podcast qui est peut-être un petit peu moins excitante, hein. Euh, mais quand même, il reste 3 matchs. On va les aborder et on va parler justement du retour de Mike Vrabel dans le Tennessee. C'était la première fois qu'il affrontait son ancienne équipe, les Titans qui avaient en plus un nouveau coach. Et ça a été un succès des Patriots de New England, 31-13, qui s'est dessiné dans le troisième quart-temps globalement. Coup sur coup, il y a eu un touchdown sur un drive de 88 yards. Et puis, il y a eu un fumble de Cam Ward qui a été retourné pour un touchdown. Le match était plié à ce moment-là. Les Patriots ont réussi à prendre le large. Ils ont profité aussi d'un Drake May qui a été bon, voire très bon, plus de 90 passes, 90% de passes complétées. Il finit à 21 sur 22 pour Drake May, 21 sur 23, pardon. C'est le retour parfait pour Mike Vrabel qui affrontait son ancienne équipe. Oui, c'est le retour quasiment parfait. Allez, si on veut être vraiment tatillon, on peut dire qu'ils ont quand même mis un peu de temps à faire la décision. Ils laissent pendant une mi-temps les Titans dans le match. On aurait pu espérer qu'ils les écrasent un peu plus, entre guillemets. Voilà, ça c'est si on veut être vraiment, vraiment tatillon. Après, à partir du troisième quart-temps, ils remettent vraiment sur les bons rails. Non, c'est un très bon match, encore une fois. C'est un match appliqué, sérieux de la part des Patriots, à l'image de ce qu'il propose depuis l'arrivée de Vrabel. Donc, là-dessus, il peut être content quand même sur ce que son équipe propose et c'est la garantie que ouais, que ça va sur le bon sens, encore une fois. Ouais, ça progresse. C'est leur quatrième victoire à l'extérieur. Ils sont à 4-0 à l'extérieur, invaincus. Et puis là, c'est vrai qu'ils ont été bons. Il y a des drives de 88 yards, des drives de 93 yards. Il y a un bon jeu au sol, hein, Stevenson qui a été bon avec 88 yards au sol. Et puis Drake May, qui, je l'ai dit, dépasse les 90% de passes complétées en pourcentage. Donc c'est plutôt impressionnant. C'est le record pour les Ouais, c'est Patriots. ça. Oui, et en fait, c'est intéressant de le noter quand on sait que c'est une équipe qui a eu éventuellement Tom Brady pendant deux C'est trois ans ça. à la tête de cette équipe-là. Bien entendu, c'est plus 20 ans que 2-3 ans. Donc ouais, c'est plutôt un record qui est notable. Côté Titans, je sais pas s'il y a grand-chose à dire. Je l'ai dit, il y a un nouvel entraîneur, Mike McCoy, mais on n'a pas vu grand-chose de changer. On a vu un beau premier drive, mais après, ça a été compliqué. Il faut noter aussi que Jeffrey Simmons s'est sorti sur blessure, à voir s'il pourra continuer, mais c'est peut-être un des seuls joueurs, on le disait la semaine dernière, qui est bon dans cette équipe. Donc pas de grands enseignements dans cette saison qui est compliquée pour les Titans. Non, non, pas de grands enseignements. On va dire que c'était bon une mi-temps. D'habitude, c'est bon un quart-temps. Donc, ouais, petit léger problème. Et de toute manière, la blessure de Jeffrey Simmons, comme tu le dis, c'est vraiment la goutte d'eau d'une saison déjà bien pourrave. C'est la goutte d'eau qui fait encore plus déborder le truc. Donc, vivement, on est semaine 7, mais déjà Ouais. vivement l'an prochain, quoi. Enfin, franchement, Vivement septembre de 2026, en effet. Ils joueront face aux Colts dans l'Indianapolis, donc là aussi, c'est pas forcément un match sympa. Les Patriots joueront face aux Browns, ils recevront les Browns, donc ça, à domicile. Je l'ai dit, les Patriots, ils sont à 5-2, ils sont à 4-0 à l'extérieur, donc ça fait qu'à domicile, ils ont un bilan négatif.
Donc là, c'est un match à domicile face aux Browns. Et les Browns, justement, qui affrontaient les Dolphins. Et tout à l'heure, je disais en début de podcast, je parlais du match entre les Jets et les Dolphins. C'est bien les Jets et les Panthers. Les Dolphins, ils sont là. On va en parler. Enfin, je pense. On verra parce que ce match-là non plus, il n'était pas des plus excitants. Les Browns ont gagné 31-6. C'était un match dans des conditions météo qui étaient très compliquées. Il a beaucoup plu. Il y avait beaucoup de vent. Et l'équipe des Browns ont dominé quasiment dans tous les compartiments du jeu. Il y a eu 3 interceptions en défense. Il y en a une qui a été retournée pour un touchdown, notamment. Il y a eu un jeu au sol qui a été performant avec 3 touchdowns, notamment du rookie Jenkins. Il y a des équipes spéciales aussi qui ont été très bonnes avec de très bons punts et puis aussi des fumbles provoqués sur un retour de kick-off. Là, les Browns, pour une fois, ils font un match complet face à un adversaire très faible, mais c'est bien de le faire et de montrer qu'on est meilleur qu'un adversaire très faible. Oui, c'est ça. Enfin, les Browns, vu d'où ils partent, battent déjà un adversaire faible. Ça reste une bonne performance pour Cleveland, pour un quarterback rookie, Dylan Gabriel. Même si pour le coup, on a eu quand même un style très à l'ancienne, j'ai envie de dire, de victoire. Grosse défense, gros jeu au sol, hein. On s'est pas trop embêté avec le jeu de passe, mais à raison, pourquoi pas. Ça a très bien marché le jeu au sol, avec en plus quelques formations, jumbo, wildcat, etc. Pour déstabiliser les Dolphins. Et écoute, la victoire est bonne à prendre et je trouve. Je sais, il est souvent critiqué, mais je trouve que le duo Stefanski-Schwartz prouve quand même que c'est des coachs solides et que, ok, il y a souvent des pépins, des soucis, et puis il y a ce purgatoire quarterback dans lequel ils sont et qu'ils n'arrivent pas à se sortir, qui plombe un peu la franchise, mais c'est quand même bien coaché quand tu compares à en face. Avec peut-être un peu moins de talent en attaque notamment, il propose quand même 2 fois plus. Donc même pour Stefanski, c'est bien à ses patrons de dire regardez quand même, je tiens mon équipe quoi. C'est vrai que la semaine dernière, ils avaient lancé plus de 50 fois. Dylan Gabriel avait lancé plus de 50 fois. Il y a eu beaucoup plus de jeux au sol. Je l'ai dit, c'est en partie. Et quand on regarde le match, on le voit. Et parce que oui, j'ai regardé ce match-là. C'est en partie dû à la météo. Il y avait beaucoup de vent et de pluie. Oui. Et ils ont tenté le sol. Ils marquent notamment 2 touchdowns avec des formations Wildcat, c'est-à-dire que le snap est directement pour le running back. C'est quelque chose qu'ils avaient mis en place dans la semaine. C'est Jenkins qui l'expliquait. Ils ont mis en place dans la semaine quand ils ont vu qu'il allait pleuvoir. Ils ont mis ces jeux-là en place. Et ça va dans ton sens. Je suis le premier à critiquer Kevin Stefanski, mais c'est vrai que là, c'est plutôt bien coaché. Et puis, on a des rookies qui sont en train de se développer. On a parlé de Dylan Gabriel, il est rookie. De Jenkins, il est rookie. De Harold Fanning, qui est le receveur numéro un sur ce match-là, qui est rookie, le tight end. On a aussi Samsung, qui est Mhm. un autre running back. Donc, il y a beaucoup de rookies. Ça progresse. C'est plutôt pas mal. Disons que pour une équipe à 2-5, il y a un peu d'espoir. Alors qu'à Miami, c'est la même équipe. En tout cas, c'est le même bilan, pardon, à 2-5. Mais là, on a décidé de lancer beaucoup. On n'a peut-être pas l'habitude de la pluie à Miami, encore que des fois il pleut beaucoup. 3 interceptions de Tagovailoa. Ils perdent en plus Darren Waller sur blessure, qui était le seul rayon de soleil. Il y a 11 pénalités. Là, c'est la débandade. Ah, c'est la débandade totale. Comme tu dis, tu le surlances dans un match aux conditions climatiques compliquées, alors que tu peux aussi un peu courir. Tagovailoa la semaine dernière qui critique l'attitude de certains coéquipiers qui viennent pas à l'heure en réunion d'équipe ou machin. Pour lui, la semaine suivante, lancer 3 interceptions. Pareil, en termes de leader de quarterback, c'est toujours un peu compliqué de faire des critiques à ses partenaires et derrière de sortir ce genre de prestations, même si toutes les interceptions sont peut-être pas totalement pour lui, notamment celle retournée clairement. Oui, bah écoute, c'est la débandade. Je pense que là, c'est clairement la question de l'heure du ménage. Enfin, franchement, plus personne n'y est, plus personne veut jouer. Jordan Brooks dit que c'était embarrassant et il a raison. Enfin, le linebacker, c'est embarrassant. Je parlais d'un Tagovailoa qui a tiré un peu sur ses partenaires. Il s'est fait reprendre de volée par Mike McDaniels dans la presse aussi, parce qu'on lui a demandé ses attentes. Il dit: Mes attentes, c'est qu'on ne lance pas 10 interceptions. Donc, le groupe vit bien, comme on dit. Ça se passe bien, ça se passe bien. Il y aura les Dolphins à Atlanta la semaine prochaine. Bon, c'est sympa. En tout cas, on va voir comment ça avance, mais c'est sympa. Les Browns, je l'ai dit, donc, iront à New England pour affronter les Patriots. Pourquoi pas. En tout cas, les Browns, on le sait, ils ont une belle défense. Ils ont une grosse défense. Ils peuvent embêter à peu près n'importe qui. Hmm. Ça peut être sympa. On termine, Raph, avec la boucherie de la semaine, on peut l'appeler comme ça. Les Chiefs qui se sont encore amusés avec les Raiders, hein. C'est leur victime préférée. Une victoire 31-0. C'est un match qui a globalement fait mal à voir, en tout cas qui a fait mal aux yeux pour les supporters de Las Vegas, et peut-être même pour tous les fans de foot si vous l'avez regardé. C'est la 10e victoire en 11 matchs des Chiefs face aux Raiders. Je vais essayer d'éviter de vous abreuver de statistiques, mais je vais quand même vous les donner parce que sur ce match-là, il faut terminer sur des statistiques parce que là, c'est aberrant. Préparez-vous bien, regardez bien
bien, c'est assez impressionnant. Kansas City a gagné 434 yards, Las Vegas en a gagné 95. Voilà, je vous laisse avec ça. Kansas City a gagné 30 first down, Las Vegas on a pris 3. Et Kansas City a tenu le ballon pendant 42 minutes dans ce match-là. Euh, je- qu'est-ce que, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce match-là? Parce que globalement, je sais pas quoi dire tellement les Chiefs ont été solides et très bons et on pourra dire justement que ça va mieux. Mais là, les Raiders, on parlait de débandade. Qu'est-ce qu'il y a pire que des bandades sur ce match-là, à minima? Bah, c'est la Bérésina, clairement. La Bérésina, ok. C'est la Bérésina. Non, non, mais c'est une catastrophe absolue ce match. C'est la pire prestation d'un début de saison qui en plus est catastrophique du côté des Raiders. Il n'y avait rien. Le score est même presque gentil à ce niveau-là. Enfin, franchement, ils auraient pu en prendre 60, que ça aurait pas été très différent. Non, c'est un des gros flops de cette première moitié de saison quasiment. Euh, alors, la ligne offensive est pas très bonne, on s'en doutait. La défense est pas très bonne, on s'en doutait aussi, mais à ce point-là, je sais pas. Même Geno Smith, moi, la chute de niveau de Geno Smith, elle est presque incompréhensible parce que quand même, il sortait de 2 ou 3 bonnes, voire très bonnes saisons à Seattle, et là, il n'arrive même plus à faire des passes de plus de 4 yards. Donc je sais pas. Franchement, il y a une bye week là, si je dis pas de bêtises, du côté des Riders. Ils reviennent pas, je Alors crois. Ils reviennent. ouais, je suis même pas sûr que ce soit suffisant une bye week entre nous. Je pense que voilà, c'est Sur ce match-là, ils perdent Max Crosby aussi. ouais, Ils non rentrent non mais dans la rencontre. ouais. On le Je- verra aussi peut-être avec cette semaine de repos, mais c'était, comme on disait, le seul rayon de soleil à l'image de Jeffrey Simmons. Il y a Kenny Pickett qui est entré, premier ballon qu'il a, il fait un fumble sur le premier snap. C'est assez symptomatique. Il marque aucun point dans ce match-là. Petite information, on dirait que ça fait un moment qu'il est entraîneur de NFL. Hmm. Pour certains, c'est la première fois qu'il n'encaisse aucun point dans un match. Et pourtant, il a eu quelques bons coordinateurs défensifs, hein. On le sait que c'est un adepte de l'attaque, on dirait, mais Steve Spagnuolo, Jim Johnson à l'époque de Philadelphie, il a eu quelques bons coordinateurs défensifs. Il n'a jamais pris aucun point. Bah, c'était le cas. Donc tout va bien pour les Chiefs. 150 yards au sol. Retour de Rashee Rice qui marque en plus 2 touchdowns. Il y aura les Commanders lundi prochain, on l'a dit. Les Chiefs, ça y est, ils sont de retour pour le coup. Il va falloir compter sur eux. Oui, il va falloir commencer à compter sur eux. Ça faisait même longtemps, au-delà du score en tant que tel, ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait pas vu Kansas City autant dominer un match de manière aussi facile. Alors bien sûr que l'adversaire est faible, mais je trouve que même l'an dernier, des fois, on les voyait comme des adversaires faibles et c'était gagné des fois un peu ric-rac, 5-6 points d'écart. Enfin, c'était toujours un peu branle-ballon. Là, c'est une vraie grosse victoire. Donc, ils sont de retour. Pour le coup, ils n'ont pas tant de blessés que ça par rapport à beaucoup d'équipes dans la ligue. Tout le monde revient. J'ai envie de dire qu'ils arrivent au bon moment et tout le monde va se taper dans les genoux en NFC, va se massacrer pour essayer de sortir de la NFC. Et peut-être que eux vont finalement arriver tout frais à la fin. Bon, Ouais, clairement, parce voilà. qu'en plus, dans cette AFC, on a parlé des Colts, mais ils n'ont pas l'expérience des playoffs. Donc, quand on va arriver Hmm. aux playoffs, il faudra les tester. Les Bills et les Ravens, pour l'instant, c'est beaucoup plus en demi-teinte. Oui, il y a des Patriots et tout ça, mais est-ce qu'on a confiance aux Patriots jusqu'à la fin de la saison? C'est vrai que les Chiefs, pour l'instant, mine de rien, malgré un début de saison un peu compliqué, ils commencent à être sur le côté passager, on va dire, sur le siège passager, et Ouais, c'est ça. sont plutôt pas mal. Bon, Raph, on a oublié aucun match ou pas? C'est bon? On a tous les matchs? Non, c'est bon, C'est c'est bon? bon. Ou alors, si on en a oublié un, c'est qu'il devait être vraiment nul. Donc, Ça fait le t'inquiète pas. décompte. Pourtant, on a parlé de match nul, hein. T'as fait le décompte, on a fait 11 matchs. Euh, Ouais, ouais. on est tout bon. On va pouvoir clôturer ce podcast. Ça fait déjà une belle heure qu'on est ensemble. C'est le 914, je crois. Vous avez fait le 913 hier. Je sais pas si tu as le souvenir. 913, Ouais. je dirais, mais j'ai un petit doute. C'est-à-dire 914, bon, vous aurez compris, avec les chiffres, on est toujours un petit peu en difficulté. C'est dommage enfin, c'est dommage qu'on fasse un sport où il y a beaucoup de statistiques. Bon, voilà, c'est ainsi qu'on va terminer ce podcast Touchdown Actu. Il est temps pour nous de vous dire à demain. Ce sera Victor et Raoul qui feront la preview comme vous en avez l'habitude. Il y a beaucoup de choses encore à venir cette semaine sur les antennes, sur les ondes et sur les réseaux sociaux de Touchdown Actu. Il y a les mugs aussi, toujours, je crois qu'ils sont toujours disponibles. N'hésitez pas parce qu'il en reste plus beaucoup. Un petit soutien à Tipeee et un petit mug. Il y a même des lots de 2 mugs si vous le voulez. Vous allez sur le site et vous trouverez ça très rapidement. Et même sur les réseaux sociaux, ils sont plutôt très jolis. Donc n'hésitez pas. Et puis nous, on se dit à très vite. On est de retour la semaine prochaine, Raph, pour nous. Mais il y a encore beaucoup de podcasts qui arrivent toute la semaine. Et puis une semaine 8 qui s'annonce encore une fois très intéressante. Merci, Raph. Avec plaisir, Lucas. Et puis on se dit à très vite. Ciao, ciao. Time to